Aujourd'hui, le rush commence à s'estomper. Tout juste. C'est donc la grande fatigue qui s'abat. Mais, dans cette grande fatigue arrive quelque chose d'attendu. Mais une de ces choses à laquelle probablement personne ne pense, le bicentenaire de Renan. Renan aurait donc eu 200 ans demain de cette vidéo, c'est-à-dire le 27 février. Et s'il n'était pas mort, il serait encore en vie, comme on le sait. J'aurais voulu vous montrer ma thèse à cette occasion, ça aurait été vraiment parfait, elle est prévue. Enfin, sa sortie est prévue pour sa parution pour le bicentenaire. On a un peu de retard d'impression, c'est bien dommage, mais je ferai une vidéo dédiée. Cela dit, je me suis dit, mais ne nous désespérons pas sur quelques petits retards, sur les aléas du temps, surtout quand on travaille sur un historien comme Ernest Renan, et qui a pu penser des temps longs, ce qui lui a permis d'évacuer, par exemple, l'historicité biblique. Et trouvons donc un autre sujet qui va relier mes deux passions, Renan et le féminisme. On y va. Alors comment dire que Renan, c'était pas franchement un féministe? Mais c'est un peu plus compliqué. Alors en fait, la première des questions, ça va être de savoir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur du sexisme dans un texte, on va dire, ancien, pas contemporain? Quand c'est immédiatement contemporain, quelque chose qui sort au cinéma, etc., bien, on peut juger avec notre morale, là, tout de suite. On est dans la même époque. On sait cependant qu'on va déjà avoir des formes de relativisation qui vont être de l'ordre, c'est de l'art. Donc cela suspendrait par exemple le jugement moral. Bon, mais ça c'est une idée qui est particulièrement battue en brèche en ce moment. La question va être, qu'est-ce qu'on fait de l'œuvre d'art? Donc moi je suis clairement pas pour les censures. En revanche, y a des films que je vais pas voir, mais comme je vais pas souvent au cinéma, ça se voit pas tellement. Des livres que je n'ai pas envie de lire, et donc je me force pas à les lire, il y en a tellement déjà que j'ai envie de lire. Mais on peut avoir, voilà, un boycott n'est pas une censure, par exemple. On peut pas obliger non plus les gens à aller au cinéma voir, par exemple, un film de Polanski. Et d'ailleurs, le dernier Polanski a été, il me semble, quand même un très gros succès critique et public. Donc ça marche pas, quoi. Enfin, ça marche pas. Voilà, ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors après, il peut y avoir un niveau de censure, comme j'irai cracher sur vos tombes et officiellement censuré, encore aujourd'hui. Mais comme dans les faits, ce n'est absolument pas appliqué, si vous l'achetez en librairie, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres textes, c'est interdit, par exemple les pamphlets de Céline, tout comme il est interdit d'acheter, de vendre des armes sur, par exemple, Le Bon Coin ou eBay, ou qu'un livre de Céline, alors pas Voyage au bout de la nuit, mais que si vous essayez de vendre ou d'acheter Bagatelle pour un massacre sur eBay, vous prenez un stop, il va falloir passer par des moyens un peu plus détournés. Concrètement, si vous l'achetez Bagatelle, vous pouvez, si vous avez les sous. Si vous voulez juste lire Bagatelle, suffit de le taper sur Google, vous le trouvez tout de suite. Voilà. Donc, aussi pour des textes comme ça qui sont trouvables ou consultables gratuitement, alors gratuitement, c'est-à-dire aussi en fait sans que cela rapporte d'argent à l'auteur ou aux ayants droit ou à des éditeurs. Donc c'est en bibliothèque, ça peut vous coûter votre ticket de bus, mais le ticket de bus il rapporterait un Gallimard par exemple. Donc vous, ça vous coûte de l'argent de prendre le bus, le café à la pause, café. Mais votre café, il n'est pas sponsorisé donc par Gallimard. Et si vous voulez, par exemple, je prends encore cet exemple de Bagatelle, voilà, Bagatelle, vous pouvez le lire en bibliothèque, vous pouvez le lire, alors la BNF évidemment il y est, dans des bibliothèques municipales c'est peut-être moins évident, mais il est en ligne partout. Alors après, c'est pas forcément génial de pirater sur des sites un peu fachos, mais voilà, la question de l'accès de la diffusion, c'est des questions assez complexes. Bon, quand on parle du sexisme, c'est quand même très très rare de censurer une œuvre pour sexisme. Alors il y a eu des cas de tentatives de censure, ou plus que de censure, parce que la censure c'est quand même aussi souvent un préalable, mais de condamnation. Ça avait été le cas pour la chanson d'Orelsan, je crois que ça s'appelle Sale pute, notamment pour Je vais te marier Trintigné, te avoir ta Lopinel, qui me paraît quand même être du discours de haine, et là en fait on a des lois qui normalement sont les mêmes pour le racisme, ce racisme qu'est l'antisémitisme,
mais qui n'est pas toujours bien compris quand on parle de racisme, donc c'est bien d'expliciter, pour le sexisme, enfin voilà, donc pour différentes discriminations, ces discriminations constituent, me semble-t-il, légalement des délits. Mais moi je suis pas juriste, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Mais moi je ne suis donc pas juriste, je ne suis pas juge, je ne suis pas policière. Mes questions, bon, alors elles peuvent être, est-ce que j'ai envie d'avoir ou non ce livre chez moi, mais déjà parce qu'il n'y a pas beaucoup de place et que les livres prennent de la place, elles vont être pratiques, parfois elles sont affectives ou morales, c'est pas si courant à ce niveau-là. Dans mon cas, en tout cas, bon, mais déjà parce que en fait, j'essaie d'acheter plutôt des livres que j'ai envie de lire, quoi. Et globalement, bah, voilà, je parlais de Kate Millett ces derniers temps avec une amie pour la politique sexuelle du mal. Bon, bah, je dois avouer qu'après avoir lu le bouquin, j'ai jamais eu envie de lire Henry Miller. Jamais l'envie n'est venue, jamais. Bon, bah, est-ce que Kate Millett a censuré Miller? Non, il y a plein de gens qui le lisent. Est-ce que c'est grave si moi je le lis pas? Oh, je crois pas. Je crois pas. Mais pour le coup, Kate Millett l'a lu, puisqu'elle étudiait l'analyse. Donc c'est vraiment pas une interdiction de lecture que de l'avoir lu et que de l'analyser, et que d'en faire la critique. Donc ça, ceci étant posé, moi j'ai plutôt fait le pari, maintenant dans mes recherches actuelles, de travailler sur des corpus de personnes marginalisées et surtout, plus que sur des questions d'identité, sur des questions d'engagement politique et d'écriture politique, en particulier, on va dire, antisexiste, antipatriarcal, féministe, donc. Mais le choix le plus courant, ça est quand même plutôt d'étudier parfois les écritures féminines. Là, moi, je trouve que l'essentialisme est quand même dangereux. Mais surtout, d'étudier ce qu'on appelle plutôt les écritures des dominants, exactement comme Vincent Berthellier a fait une thèse très bien, et une publication très remarquée, sur le style réactionnaire. Et c'est très intéressant de vérifier, comme il l'a fait, si les discours sur le style comme marqueur de droite, etc., fonctionnent. Et leur son propos, c'est quand même plus aussi de l'ordre de l'analyse de ces discours, de métadiscours stylistiques, mais aussi de voir est-ce qu'il peut y avoir une politique du style, etc. Moi, ça, je crois qu'il y en a profondément une, et celle qui m'intéresse. Je pourrais étudier les styles masculinistes, virilistes. J'avais un peu commencé là. En fait, c'est déprimant. Moi, je préfère étudier les féministes, c'est quand même plus fun. Ou, comme le disait Geneviève Fraisse, sortir de la fascination pour le pouvoir. Et c'est pas inintéressant. Donc et chercher donc plutôt les émancipations. Cela dit, moi j'ai pas commencé avec le féminisme, j'ai commencé avec Renan, et cette question du sexisme du 19e siècle, elle s'est posée très vite, parce que le 19e siècle, c'est le grand siècle de la misogynie. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça quand on n'est pas d'accord avec les textes que l'on lit? Déjà, on va se rappeler, quand on lit des textes, en tant que chercheur, chercheuse, on est quand même globalement... on n'est pas épidermique sur tout ce qu'on va lire. On va lire beaucoup, on compile, on a des infos, on fait des fiches de lecture. En général, on commence pas un livre au hasard, on sait pourquoi on lit. Surtout que le temps manque, en fait. Donc c'est... voilà, déjà, on n'est pas dans une réception affective dure, quoi. On m'avait demandé sur Renan... on m'avait demandé si j'étais pas gênée par son racisme et son antisémitisme. Si, mais moi j'ai jamais pensé que Renan devait être un modèle politique ou un modèle de vie. Il y a des moments où il y a des modernités de Renan qui me font plaisir, il y a des moments qui ont pu m'agacer. Mais j'ai pas bossé sur Renan parce que je serais ni philosémite, et ça c'est quand même plutôt un concept antisémite, ni en tant que juif puisque je suis goy, ni en tant qu'antisémite. Enfin, d'abord parce qu'en plus mon sujet c'était pas ça. Mon sujet englobe ces questions-là, mais moi d'un point de vue qui va vraiment être sur la construction des modèles, parce que l'antisémitisme que l'on prête à Renan est quand même une question ultra compliquée. Elle vient du fait que Renan pense les sémites dans la version moderne des sémites, enfin celle du 19e siècle, et qu'il en est un très grand propagateur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il va penser les sémites parce qu'il pense les peuples comme des organismes avec
Pas exactement une évolution des espèces comme chez Taine, non plus pour la littérature, plus, mais il y a quand même une idée plutôt de développement organique chez Renan, et donc d'espèces différentes. Mais ces espèces, elles ne coïncident pas avec, ou vraiment très imparfaitement, et ça il insiste quand même là-dessus très très vite, avec les peuples. C'est-à-dire, en fait, c'est un idéaliste pur. Il croit qu'il y a des esprits humain, qu'il y a la langue, c'est vraiment l'essence. Hein. Il y a la langue, il y a donc le sémite, la religion, et déjà ces choses-là entre elles ne concordent pas exactement, mais quand même elles forment un peu, enfin, elles permettent quand même de dessiner ce qu'il appelle dans un texte qui est pas facile à trouver, qui est un journal des savants, des portraits de race, ce qui est odieux, hein, comme moralement, politiquement et scientifiquement, c'est un non-sens, hein, tout ça. Mais, mais qui n'ont qu'une coïncidence imparfaite et très imparfaite et sans incidence, surtout avec le, le, la matérialité biologique. Donc il y a quand même un clivage très fort chez Renan entre les deux éléments, sauf qu'il le rappelle jamais, donc c'est pas évident en le lisant dans les textes. Donc ça, voilà. Mais là, en voyant ça, ben oui, si, mais en fait, moi j'avais dit, mais oui, ben non, j'aime pas son antisémitisme, ou... après, voilà, ce qui m'intéressait, c'est voir comment ça se construit, mais parce que voilà, comment les étapes se mettent en place, parce que bah, moi je dis tout le temps à mes étudiants, étudiantes, lycéens, lycéennes, nous, notre boulot, c'est on ouvre le moteur, et puis, enfin, on ouvre le capot plutôt, et puis on démonte le moteur, quoi. Et là, moi, je suis une bonne mécanicienne. Bah, ce qui m'intéresse, c'est voir comment ça fonctionne. Donc on va le démonter pour comprendre le fonctionnement. Et bah, quand je veux dire, ça veut pas dire qu'on aime les voitures, démonter le moteur. Alors, si on le fait beaucoup, c'est qu'on aime quand même la mécanique. Moi, j'adore l'analyse de texte, mais voilà. Concrètement, je peux analyser des textes qui me plaisent pas du tout, hein, et j'aimerais quand même faire de l'analyse de texte, même si le texte me plaît pas. Puis des fois, on aime bien être en colère. Mais c'est pas des vrais... c'est pas c'est rare que j'ai de vraies colères comme dans ce que disait Pelletier, mais parce que ma colère, c'était pas sur Pelletier, c'était vraiment sur ce que ça dit du monde. Ça devient une vraie colère, par exemple. Et bon, ben la question, et puis moi j'avais répondu, mais enfin bon, tu crois quoi? Tu crois que c'est agréable de vivre dans un monde sexiste en étant une femme? Donc, bah, lire Renan, à côté du reste, enfin, je veux dire, enfin, je veux dire, la littérature, c'est tellement et dans le monde et quand même reculé dans le monde, parce que c'est souvent une activité solitaire, silencieuse, on réfléchit. Bah, c'est quand même vachement mieux que quand on est traité de sale pute dans la rue, hein. Malgré tout, enfin, ouais, ça me met vraiment en colère. Beaucoup plus. On y est. Et alors après, bon ben là, voilà, maintenant sur ces émotions de lecture, il y a des moments où oui, j'ai été en colère contre Renan. Après, en fait, c'était des colères d'agacement, c'est pas des colères d'ulcération, ces colères-là. Mais il y a vraiment des choses qui ont pu m'agacer chez Renan que j'ai trouvé très sexistes et misogynes. Et d'autres moments, et c'est là où je trouve que les choses deviennent intéressantes, où je l'ai trouvé intéressant, voire progressiste et moderne. Alors là, on se dit, mais mince, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce que ça devient? Comment on peut construire les deux en même temps, enfin tenir les deux en même temps, parce qu'il n'y a pas un Renan qu'on garde, un Renan qu'on jette, il y a un seul Renan. Et comment il peut être progressiste d'un côté et sexiste de l'autre? Et avec cette question, mais est-ce que ça serait pas anachronique, au grand péché, que de parler de sexisme? Donc on va faire sur un premier point. C'est un énorme anachronisme du point de vue du vocabulaire. Le mot sexisme, il est vraiment arrivé au XXe siècle. Il existait avant Simone de Beauvoir, mais Simone de Beauvoir l'a particulièrement popularisé, notamment avec le deuxième sexe. Et elle l'a fait avec une analogie race-sexe, je prends les termes de 49, ce sont encore ceux de Colette Guillaumin dans les années 70, au début des années 70, pour comprendre ce qu'est un processus de domination, d'exploitation, par analogie, quoi. Et elle propose bien sur le modèle de racisme, sexisme, égale discrimination fondée sur le sexe. Guillaumin, me semble-t-il, propose sexage
pour parler non seulement du processus d'assignation dans un mode de différenciation sexuée, mais aussi le sexage, c'est aussi en fait l'appropriation collective et privée des femmes. Appropriation collective, c'est que vous êtes une femme, c'est pas au boulot. Oh, pardon, vous êtes une femme au boulot, c'est à vous qu'on demande de faire le café. Parce que vous êtes au service d'eux. C'est les mecs qui vous demandent de sourire dans la rue. Ou qui se permettent de tripoter vos fesses puisqu'elles sont là. Quelle idée d'avoir un cul. C'est ça, hein, le sexage. Donc ça va être ce mode de pensée permanent que les femmes, c'est un bien commun. C'est exactement ce qu'on entend actuellement quand on nous dit qu'il va falloir bosser la démographie. En fait, ça veut dire objectifier les femmes pour qu'elles pondent. C'est du sexage politique, étatique, ultra grave. Et ça, c'est donc l'appropriation publique, et l'appropriation collective, c'est le mariage. Alors, plutôt avec le contrat de mariage, mais en fait, le concubinage peut très bien fonctionner du côté de cette appropriation. C'est quand vous n'êtes plus au service de tous, mais au service d'abord d'un en particulier, avec le travail domestique, le travail reproductif, les tâches ménagères, etc. Le travail domestique, c'est plus large que les tâches ménagères. C'est ça, le sexage. Et donc, c'est un système d'exploitation, très concrètement. Alors, là, moi, je parle de concepts qui sont du XXe siècle. Sexisme, c'est vieux. C'est vieux maintenant, mais pour le XIXe siècle, c'est trop récent. Féminisme aussi, c'est trop récent. Le mot féminisme, il a un sens médical tout au long du XIXe siècle, et il est là pour désigner des processus d'efféminisation des hommes, mais physiologiques. Il va commencer à avoir un sens politique, mais très marginal dans un premier temps, quoique dans des textes connus, par une brochure, un pamphlet en fait, d'Alexandre Dumas fils, sur ce que nous on appelle aujourd'hui un féminicide, un drame passionnel, où il qualifie de féministes les hommes qui prennent la défense des femmes, politiquement. Il parle pas de galanterie, hein. Il parle de la cause des femmes, là. Il parle de politique. Et il a d'ailleurs une réponse d'un autre homme, dont là j'ai oublié le nom, là tout de suite, qui revendique donc ce terme de féministe. Donc au départ, féministe, c'est un homme qui défend les femmes. Quand les lycéens se moquent d'un camarade parce qu'il fait le canard, c'est pas loin de ça, en fait, au niveau de l'assignation, je veux dire de la péjoration et de l'insulte. Et donc, ensuite, du retournement du stigmate. Et il faut attendre Hubertine Auclair pour que le sens féministe devienne celui de défense des femmes, et pas seulement de chevalier servant, finalement. Et qu'à ce moment-là, il soit assez médiatisé et revendiqué, et qu'il prenne donc le sens politique qu'il a aujourd'hui. Donc en fait, pour la plus grande partie du XIXe siècle, c'est un terme qui n'a pas de sens. Cependant, des féministes, il y en a. Alors, moi, je fais une distinction assez nette entre la défense individuelle des femmes et la défense collective des femmes. Et c'est seulement cette deuxième que j'appelle féminisme. Pas forcément, alors, quand il y a un collectif, c'est génial, mais surtout avec une inscription, au moins virtuelle, dans un collectif. Un sentiment, en fait, d'appartenance de classe. Qu'on appelle ça classe, catégorie, groupe, ça je m'en fiche un peu. Mais c'est ce sentiment-là d'appartenance qui, pour moi, définit le féminisme. Traditionnellement, dans les histoires féministes, on fait remonter le début du féminisme en France à la fondation de la femme libre, donc des Saint-Simoniennes en 1832. Ça veut dire qu'on compte pas Christine de Pisan ou Olympe de Gouges, mais ça veut pas dire qu'elle n'existe pas, ni qu'on n'en parle pas, mais parce qu'elles ne s'inscrivent pas elles-mêmes dans une démarche collective, qui est celle de l'association et de la pensée de l'association de la femme libre. Et historiquement, en fait, c'est parce que ça vient notamment de Fourier, de ce qu'on appelle la pensée de l'association, ou de l'associationnisme, qui est un des modèles du fouriérisme qu'on va retrouver chez le saint-simonisme et dans d'autres doctrines de ce premier 19e siècle. Donc, voilà, là, en fait, y a un moment où l'histoire intellectuelle, l'histoire des idées, l'histoire politique a de nouveaux modèles qui permettent aussi d'avoir un féminisme moderne et un féminisme qui n'a alors pas de nom.
C'est l'apostolat des femmes, parce qu'elles sont d'abord saint-simoniennes, même si elles vont s'écarter ou avoir des ambivalences par rapport au saint-simonisme. Mais ça n'existait pas. Elles sont en train de l'inventer et elles appellent ça apostolat des femmes, défense des femmes, parfois défense de la femme, ça aussi c'est pas très clair. Mais ça n'existe pas. Voilà. Alors est-ce que pour le coup elles sont pas féministes? Ça on est globalement plein de gens sont d'accord pour dire que si elles sont féministes, et c'est vraiment le féminisme politique moderne. Ça ne veut pas dire que l'âme de gauche n'est pas politique, mais il n'y a pas la même dimension collective dans ce qu'elle fait. Et puis après, en fait, il y a aussi des questions de méthodologie, où il faut pouvoir saisir un objet historique, et la continuité révolution-saint-simonisme, elle existe. Il y a bien des références à la révolution chez les saint-simoniennes, mais plus à la révolution masculine qu'à la révolution féminine, par exemple. Donc il y a une discontinuité du point de vue du genre. Voilà, donc il y a aussi des éléments comme ça qui expliquent. Voilà. Mais le truc, c'est que Renan, il commence à écrire en 47, alors tout premier texte un peu avant, mais il est vraiment pas politique, ni historien, ni intéressant. Mais 47-48, donc c'est clairement, le saint-simonisme est passé. De toute façon, il est petit pendant le saint-simonisme. Alors, il y a toujours des saint-simoniens à cette époque-là, mais la famille, ça n'existe plus. En revanche, ce qu'il voit, c'est 48. Et 48, c'est vraiment un grand moment féministe, dont il parle pas, concrètement, dans ses lettres ou quoi, du point de vue féministe. Mais il parle de 48. Il raconte 48, ce qu'il voit de 48, de la Révolution. Il le raconte à sa sœur. Et Renan mène ses travaux. Alors, on va comprendre. Moi, j'ai pu trouver chez Renan des phrases comme la religion est naturelle à la femme comme ses menstruations. Donc là, à le lire avec un œil complètement moderne, c'est ultra essentialiste. La femme, les menstruations, la religion, en plus, c'est une espèce de séparation... même corps-esprit, parce que finalement, la religion, elle va pas être du côté de la rationalité. Les femmes sont donc toutes réduites à leur utérus, comme dans la pensée aristotélicienne ou galénique, voilà. Où on peut lire dans l'abbesse de Jouarre des phrases absolument difficiles, à lire aujourd'hui, moi ça a quand même été pas très marrant, sans la grande colère, où l'abbesse de Jouarre demande à être humiliée. Et il y a une espèce de croyance chez Renan du fait que la femme aime l'humiliation. Donc ça, c'est pas le seul à penser ça. Là, on retrouve des choses qu'on a beaucoup chez Michelet. Alors, sur La femme est une malade. C'est du proto-freudisme aussi, sur cette supposition d'un masochisme féminin. Bon, il parle d'humiliation, il ne parle pas de masochisme, mais l'idée, elle est là, quoi. Comment on peut l'expliquer historiquement? Là, je pense que la lecture des femmes de droit d'Andrea Dworkin aide, mais aussi il se passe c'est-à-dire que donc, dans les femmes de droit, Dworkin dit, en fait, il y a deux modèles pour les femmes, c'est la ferme et le bordel, donc l'épouse et la prostituée, et on n'en sort pas. Et en fait, sortir de ce modèle-là, c'est très dur. C'est devenir féministe, éventuellement lesbienne. Donc sortir de ce qu'on a appelé avec Adrienne Rich et Wittig et j'en oublie, le système hétérosexuel, le régime, l'hétérosexualité comme régime politique. Et c'est très difficile, parce que pour le coup, on se place en dehors de la société. Et Dworkin fait l'analyse que en fait, c'est le pari des femmes, et que c'est pas un pari idiot que de parier sur être protégé par un, quitte à ce que ce soit dangereux, plutôt que de prendre le risque d'être attaqué de tous, et même défendre ses valeurs traditionnelles, cette place inférieure, mais comme un bon toutou de garde, quoi. Avec pourtant cette idée Dworkin pense que c'est un mauvais pari et qu'il faut réussir à convaincre les femmes que ce pari est mauvais. Mais ce pari a des raisons d'être. Donc,
bah, oui, des femmes qui ont l'air d'aimer s'humilier au XIXe siècle ou comme ça, je pense que c'est une idée qui était dans l'air du temps et qui va avec ce que Lucie Nizar appelle dans sa thèse et dans des articles la comédie du viol. C'est-à-dire qu'en fait, la femme est, je reprends des termes 19e, hein, le sexe, c'est-à-dire en fait elle est l'autre. Le sexe c'est vraiment la différence puisque finalement l'homme est neutre. Donc on pense à partir de 1800 une différence radicale des sexes, hein, même d'un point de vue anatomique, on les explique d'une façon, enfin par une différence absolument radicale, qui accompagne hein, donc une infériorisation sociale très marquée au 19e, une grande misogynie, et de là, que peuvent faire les femmes concrètement euh, elles ne peuvent pas. Enfin, c'est un miracle qu'il y en ait qui aient pu penser le féminisme. Et quand vous apprenez peu et que tout ce que vous apprenez c'est que votre place elle est à peu près au sous-sol en permanence, et que de temps en temps on vous permet de prendre un peu l'air dans la cuisine, vous avez l'impression qu'on vous fait une faveur. Et voilà, et donc toute la société est basée sur l'idée que la femme est le sexe, c'est-à-dire bon, celle qui est autre et différent, et qui en même temps incarne la sexualité, avec ce paradoxe que les femmes sont censées être globalement frigides au XIXe siècle, et que c'est très heureux comme ça, qu'une femme désirante est une femme hors norme, ce qui n'est pas le cas hein, dans les siècles précédents, ça c'est très 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 19e, hein, cet enfermement de la sexualité. Mais en même temps, la femme étant le, le, le sexe, en fait, elle est ce qui va en permanence attirer la convoitise et le désir masculin. Ce qui explique cette comédie du viol, donc qui, elle, vient quand même des scripts libertins, sur l'idée que une femme, elle est obligée de dire non, ça c'est quelque chose qui est très présent chez Rousseau, je le mentionnais dans la vidéo sur Jennifer Tamas, et Jennifer en parle beaucoup hein, de ça, donc c'est... je renvoie son bouquin, il y a la vidéo sur le bouquin. Et elle n'étant pas dans la possibilité de dire oui, chaque non peut être interprété comme un oui, et donc doit être interprété comme un oui. Et ça, on le trouve encore chez Beauvoir dans le deuxième sexe. Ça va amener la sexualité à être à la fois une façon de céder à l'espèce, d'un point de vue biologique, physiologique, les instincts, trucs comme ça. Ça, c'est des visions qu'on a quand même abandonnées, hein, globalement, ou largement nuancées. Et en même temps de céder au mal particulier qui est là, et encore en même temps de céder à son propre désir. Donc finalement, l'accomplissement féminin, c'est celui de cette cession radicale, de cette reddition, de ce renoncement complet. Et c'est exactement ce que représente Renan dans la pièce La Baisse de Joire, qui était surnommée La Baisse de Joie, alors qu'il se passe pendant la Révolution. La Baisse, évidemment, a fait vœu de chasteté. Je suis en train de perdre tout le sang de mon pied, donc je vais bouger en essayant de ne pas heurter le trépied. La Révolution arrive, elle est enfermée avec, je sais plus le nom du chevalier, en prison. Ils sont amoureux, alors surtout lui. Elle est plutôt sympa, je crois. C'est beaucoup plus sublime que ça, La Baisse de Joie, c'est une belle pièce. Hein. Donc, elle se sacrifie pour cet homme qui doit être guillotiné le lendemain. Du bol dans le pas de bol ou pas de bol dans le bol, en fait, il n'est pas exécuté. Et elle est éphémère. Et elle-même devait être exécutée. Donc, finalement, elle lui donnait quelque chose qu'elle ne voulait pas lui donner. Puis lui, il insiste en plus. Hein. Il y a vraiment toute une scène. Ça se passe pratiquement sur la scène. Hein. C'est assez étonnant pour de Renan, comme sensualité. Enfin, on s'y attend pas forcément. Ça a surpris à la parution. Et ça a été un peu joué. Mais, en fait, et donc elle se retrouve vivante, ce qui devrait être sa chance, devient son malheur. Et elle devient phimère, ce qui pour une abbesse est évidemment absolument abominable. Donc c'est ça, la peste choire. Et donc, cette volonté d'humiliation que je mentionnais, ou ce désir d'humiliation, ou cette définition d'une femme par l'humiliation, qui passe plein de fétichisation chez Renan, c'est un désir d'écrire un missel pour être tenu par des petites mains. Oui, vous avez compris. C'est des images qui sortent aux yeux, quoi. Rousseau avait plein de trucs comme ça sur aussi les mains des demoiselles, les rubans, etc. Tous les colifichets. Bon, tout ce qui est en fait des marqueurs de différence, hein, et qui sont aussi d'infériorisation. Parce qu'on va plus aimer une femme petite et mignonne avec de jolies mains potelées
que de grosses mains de travailleurs. Parce que finalement, un des dangers de la classe ouvrière, c'est qu'elle est plus indifférenciée que la classe bourgeoise. Et donc, il faut apprendre aux ouvrières à rester à la maison, payer un peu plus les ouvriers. Voilà. Mais parce que le danger de l'indifférenciation est plus important finalement. Et puis, rapporte plus. En fait, la différenciation domestique avec les femmes à la maison rapporte plus au capital parce que ça donne de la main-d'œuvre mieux entretenue. Et c'est mieux pour la productivité. Mais en plus, il y a une peur bourgeoise énorme de cette indifférenciation sexuée dans les classes travailleuses. Donc celles qui ne pourront pas se marier, tant pis pour leur gueule. Hein. Pour X ou Y raison. Donc tout ça, c'est le contexte de Renan. Donc quand on le voit, on se dit, bon, il est horrible, mais comme tout le monde. Est-ce qu'il est toujours horrible ou concrètement, voilà, il y a des moments modernes, d'autres pas. Mais moi, voilà, là, on sait ça, donc on va pas pouvoir dire il est féministe, il n'est pas féministe. On peut le remettre un peu dans son temps. Si on le replace aussi d'un point de vue biographique, dans son contexte, dans son jus, dans son milieu, comme lui-même l'a fait avec Jésus, hein. Donc on peut. Qu'est-ce qui se passe quand on va regarder Renan? Bon, ben Renan, pas de père, son père s'est suicidé quand il avait 5 ans, difficile. Dans une note de la fin de sa vie qui était éditée dans la thèse de Domenico Paone, le transcrite, il y a cette mention qu'il a été conçu dans un soir d'orage et d'alcool, hein, et probablement d'un viol de sa mère, concrètement. Bon, Renan, il a un grand frère, il en parle peu. Alain Renan est peu évoqué. Et une grande sœur très importante, structurante, une mère adorée. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est plutôt baigné dans un milieu, on va dire, féminin, et qui en plus va être séminariste, donc il y a... C'est pas quelqu'un qui a eu des modèles virils extrêmement forts, mais cela dit, l'école rattrape tout ça, même chez les curés, parce que les grands modèles, c'est la Rome antique, enfin, peut-être qu'on demande de la mollesse et de la douceur, je reprends des termes d'époque là encore, et des termes qui ont été reprochés à Renan, mais voilà, alors sur le statut très très étrange, hein, qui peut être difficile à comprendre aujourd'hui du clergé, notamment masculin, je vous renvoie à la thèse de Caroline Müller sur la direction de conscience. Et, bon, sur la construction des genres, des rôles de genre, exactement. Donc ça, c'est quand même des choses qui m'ont pas mal éclairé pour essayer de comprendre, donc c'est un peu précis. Et en même temps, un homme plutôt très décidé, dans certaines lettres même carrément autoritaire, avec sa famille. Et en fait, toute sa famille s'est mise à son service, à travailler pour lui. Sa sœur, sa femme, ses filles, encore ses petites filles. Et vas-y que je te dicte des notes, et que je te fais l'index, et que je fais les volumes, et que... Voilà. On a même une traduction dont on est sûr qu'elle a été faite par Cornélie, son épouse, Cornélie Schaeffer-Renan, et qui a été, en fait, concrètement publiée par Renan, qui fait une préface. Mais la traduction, c'est sûr qu'elle n'est pas de lui, hein, il parle pas anglais, Renan. Très très peu, alors je pense qu'il arrive à le lire un peu comme ça, mais traduire... clairement, il ne devait pas être seul, quoi, pour ça. Ça serait impossible qu'il ait été seul. Donc voilà, on peut se demander un peu ce qui se passe, comment ça se joue, comment ça avance. Voilà, donc on a quand même l'image d'un Renan, en tout cas, qui, dans son âge mûr, va devenir un véritable patriarche, plutôt bonhomme et très autoritaire, notamment dans une lettre à son fils Harry, donc Harry Renan. Voilà, des choses un peu qui peuvent être surprenantes à ce niveau-là. Mais on n'est pas sur le grand tyran du 19e avec... voilà, mais quand ça va pas dans son sens, ça va pas, clairement. Et en même temps, voilà, très... Et en même temps, Henriette Renan, elle avait une meilleure amie, Sophie Uliac-Trémader, qui est un personnage peu connu du 19e siècle, mais qui est assez intéressante et dont on entend parler de ci, de là, partout. Et moi, que j'ai rencontrée comme ça, sur mon parcours, et donc c'est elle qui a été la première à publier Renan, vers 46, dans le journal des jeunes personnes, 2 énigmes historiques, qui n'ont aucun intérêt, mais qui sont la première parution de Renan, et
clairement, il s'en acquitte comme d'un pensum. Mais il le fait. Et il y a un petit mépris pour Sophie Lactrémadeur dans toute dans toute la correspondance. Il la méprise un peu. Parce qu'elle vient, quand Henriette est en Pologne, etc., ils ont toujours des relations. Sophie Lactrémadeur, c'était une vulgarisatrice, donc femme de lettres, journaliste, c'est-à-dire elle n'était pas reporteresse, mais elle était directrice de journal, elle a été directrice de pension, institutrice, enfin on est sur une femme qui a structuré sa vie autour de l'éducation. Et est-ce qu'elle a été directrice de pension? Peut-être que là je m'avance un peu. Henriette, oui. Henriette a fait ce genre de choses, c'est comme ça qu'elles se sont rencontrées. Mais voilà, très très active, vraiment très active, et qui a fait des romans pour la jeunesse en plus, donc certains primés, même devant Balzac. Elle a battu Balzac. Je crois que c'est pour les dialogues de jeunes naturalistes. Mais avec des bouquins très étonnants comme Sophie ou la jeune fille auteur, où elle dit qu'il ne faut surtout pas devenir autrice, quoi. Et dire d'ailleurs jamais autrice à l'époque. Le 19e, le mot a disparu. Donc elle... c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas embrasser la carrière qu'elle-même a embrassée. Ça, c'est un discours très ambivalent, assez courant. Elle n'est pas la seule à faire un peu comme ça, c'est plutôt dans les années 1860 de mémoire. Mais Sophie Lactrémadeur, en cherchant, je suis tombée sur d'autres choses. Et notamment sur sa participation au Conseiller des femmes de Génie Boyer, qui est un journal inspiré de la femme libre, assez inspiré. Ce serait a priori, c'est le premier journal féministe de province de France. Alors j'attends de voir un peu ce que donne la Mosaïque lyonnaise, je ne sais plus si c'est avant ou après, mais donc Eugénie Boyer, dans son époque lyonnaise, contemporaine des Canuts, là on est sur 33-34, fonde ce journal, Conseiller des femmes, pour défendre les femmes. Ce journal n'a pas les accents de la femme libre, il ne va pas aussi loin. Et la femme libre ne va pas tout le temps loin, des fois le journal a des contradictions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le Conseiller des femmes, les articles les plus vénères, ils ont été publiés par Sophie Lactrémadeur, qui est sous pseudo. Mais le pseudo, en fait, il est connu, quoi. Il est connu, on le reconnaît. Et ça, c'est extrêmement troublant. Alors, je ne sais pas pourquoi elle publie à Lyon à cette période, parce que c'est quand même difficile de savoir beaucoup de choses sur cette femme, sur sa vie privée, par exemple. Mais on a des textes qui peuvent être extrêmement énervés sur ça. Et qui ont aussi une vision globale. Sophie Liac, j'avais regardé, alors il me semble que j'avais vu qu'elle avait un lien avec les sacs positivistes, ça me semble pas si certain, mais elle a aussi hop, c'est le deuxième pied qui a mal là, claqué le trépied, on a pris un coup mais c'est bon. Elle était ce qu'on appelle, alors pas visiteuse de prison exactement, mais elle a été chargée de mission d'inspection de prison, de faire des rapports, elle donne plein de comptes rendus dans plein de journaux, enfin, elle a été très très active et assez à gauche, quoi, sur ces années-là. Et ça, ce sont des activités aussi qui sont assez typiques des féministes, qui s'appellent pas féministes, mais tout au long du 19e siècle. Voilà, là, j'aimerais bien travailler un moment sur la vision des prisons, et notamment des prisons de femmes, ça a peut-être été fait là, j'ai jamais fait de recherche, mais par les féministes ou ces femmes, où ce lien entre la compréhension, l'étude, l'analyse de la prison et le féminisme, déjà d'un point de vue biographique, enfin, en faisant ce qu'on appelle une prosographie, c'est-à-dire un ensemble de biographies pour voir, les gens qui s'occupent des prisons, c'est beaucoup de féministes, est-ce que c'est genre une opportunité professionnelle ou quoi, j'en sais rien. Franchement, là, je sais pas encore. Mais ça m'a un peu changé la donne pour penser à Renan. Parce que là, je me suis dit, mais en fait, Renan avait, en meilleur ami de sa sœur chérie qu'il adorait, meilleur ami, je ne sais pas. On s'est questionné par la critique renanienne. Clairement, une féministe. Et pas, en fait, pas une féministe timide, c'est-à-dire une féministe bien moins timide que Sand, sur ces textes des années 30. Mais aussi une féministe à Palinodi, qui a beaucoup atténué son discours, voire retourné sa veste.
Est-ce que ça dépend aussi de qui elle s'adresse? Ça, voilà, il y a des choses encore à creuser à ce niveau-là. Mais en tout cas, quand on dit autre temps, autre mœurs, l'immense misogynie du 19e siècle et ce contexte, qu'il faut toujours garder en tête, et garder en tête dans ses détails, ben, le contexte, c'est aussi le féminisme. Le contexte, c'est pas juste la misogynie, c'est aussi ce qui y répond. Donc là, on n'est pas... peut-être que Renan, il vient du fin fond de la Bretagne, d'une Bretagne très illettrée, où il est né, etc. Mais enfin, c'est un super élève qui a envoyé dès ses 13 ou 14 ans, là tout de suite la date m'échappe, à Paris. Et il y rencontre très vite, à son tour, Sophie Lectre-Mader, qu'il méprise. Voilà, il n'a pas une énorme estime pour elle. Mais enfin, elle est là. Et comme ça, quand on regarde, ouais, en fait, il sait. Il a écrit à Prosper Enfantin, il a eu de l'admiration pour Prosper Enfantin, le chef de l'église Saint-Simonienne. Mais il parle pas des Saint-Simoniennes. Mais alors, les Saint-Simoniennes, c'est normal, tout le monde se moquait d'elles. Mais voilà, c'est là que l'on peut commencer à voir que la question du contexte, oui, elle est très importante, mais il faut pas juste chercher la misogynie qui excuse, en fait. Il y a tout. Alors, est-ce qu'à partir de tout ça, je peux dire que Renan est plus ou moins sexiste que son époque? Moi, je dirais qu'il est plutôt moins. Mais par contre, pour nous, il est très sexiste. Et là, je vais donner des exemples un peu plus particuliers qui viennent du rôle que Renan fait jouer aux femmes dans l'histoire des origines du christianisme. Je vous rappelle, si vous n'avez pas l'édition Calman Lévy intégrale en 10 volumes, celle qui a été publiée entre 47 et 61, il existe l'édition de chez Bouquin de l'histoire des origines du christianisme, et je sais même pas où j'ai mis la mienne. Elle est là. On va la montrer. C'est gros. C'est du papier Bible. Je sais pas si c'est encore édité ça. Volume 1, volume 2, donc Vie de Jésus, les apôtres Saint-Paul ont écrit les évangiles, l'église chrétienne, Marc Aurèle. Ça, si on veut une édition récente sans passer par internet, ou les PDF ou ce genre de trucs, c'est le top. Vie de Jésus, on va le trouver en poche, le reste non. C'est dommage, c'est dommage. Alors qu'est-ce qui se passe quand on lit ça? Quand on regarde ça, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais en fait, qu'est-ce que Renan fait des femmes? Bon, il part de Jésus, mais ça, c'est pas de sa faute. Jésus est un homme, fils de Dieu, etc. Tout ça, là, il n'y a pas d'interprétation queer de Jésus chez Renan. Ça, il n'y a pas. Mais déjà, dans Vie de Jésus, il y a des interprétations qui sont scandaleuses, subversives, qui font scandale, en tout cas, qui disent que Jésus devait plaire aux femmes, voire qu'il était charmeur. Parce que Renan s'intéresse à la dynamique de groupe qui explique comment Jésus est devenu une légende et comment ensuite la légende de Jésus a perduré au-delà de lui. Et il suppose, et il me semble que c'est dans les apôtres, oui. Ça y est, j'ai un doute, je le rattrape. Pour une fois que j'en ai un à portée de main. Ouais, les apôtres, le tome 2. Il fait quelque chose d'extrêmement amusant, mais scandaleux, en fait. Il arrête Vie de Jésus à la crucifixion. Eh bien oui, puisqu'il fait une interprétation scientifique et laïque de la Bible. Et donc, c'est la résurrection est mentionnée à la fin de Vie de Jésus, mais n'est véritablement abordée qu'avec les apôtres. Parce que la fin de la vie de Jésus, c'est la première mort, c'est pas 3 jours après. On y est. Et là, c'est là, le découpage extrêmement important. Mais ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est Marie de Magdala. Marie-Madeleine. Donc, en fait, c'est la découverte du tombeau ouvert et la vision de Christ ressuscité. Qu'est-ce que quelqu'un comme Renan... Alors, parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs qui entrent en compte pour Renan, à savoir, donner cette interprétation laïque et scientifique, mais plausible et probable, c'est l'objectif de son livre, l'histoire des origines du christianisme. Comment il va expliquer les choses? Avec cette vieille blague, comme c'est les femmes qui l'ont vu, elles ont répandu le bruit. Parce qu'elles sont plus bavardes. Ce qui est un cliché misogyne. Mais Renan en fait quelque chose de beaucoup plus beau. Je vais voir si j'arrive à retrouver le passage.
tome 1. En plus, moi, je ne l'ai pas lu dans ces éditions-là, concrètement. Je l'ai consulté. C'est ça. Alors, science, ça, c'est souvent en avoir plein. Le différent, ah oui, alors parce que lui, il est très très bien, notamment pour tous les dictionnaires qu'il y a dedans. Alors, développement des idées de Jésus, voyage de Paul, les apôtres, hop, hop, hop. Je saute l'intro. Ah, bah le papier bip. Alors, c'est pas fin comme du Pléiade, hein, les bouquins, c'est un peu plus épais. Voilà, c'est par là que ça se passe. On va lire un peu ça. C'est quand même vachement beau. Le dimanche matin, je suis page 335, de très bonne heure, les femmes galiléennes qui, le vendredi soir, avaient embaumé le corps, à la hâte, se rendirent au caveau où on l'avait provisoirement déposé. C'était Marie de Magdala, Marie Cléophas, Salomé, Jeanne, femme de Cousa, d'autres encore. Elles vinrent probablement chacune de leur côté. Car s'il est difficile de révoquer en doute la tradition des 3 évangiles synoptiques, d'après laquelle plusieurs femmes vinrent au tombeau, il est certain d'un autre côté que, dans les 2 récits les plus authentiques que nous ayons eus de la résurrection, Maria de Magdala joue seule un rôle. Donc là, on a le philologue, l'analyse de texte. En tout cas, elle eut, en ce moment solennel, une part d'action tout à fait hors ligne. C'est elle qu'il faut suivre pas à pas, car elle porta ce jour-là, pendant 1 heure, tout le travail de la conscience chrétienne. Son témoignage décida de la foi de l'avenir. Rappelons que le caveau où avait été renfermé le corps de Jésus était un caveau récemment creusé dans le roc. Alors on va... Donc là c'est extrêmement intéressant et puis on peut noter ce moment mémorialiste de la liste qu'on va donner les noms parce qu'on les a. Et ça c'est important. Il visibilise comme on dit. Il met en avant. Et ce moment, qui est un moment extrêmement important, est quand même donné. Or, quand Marie de Magdala arriva, le dimanche matin, la pierre n'était pas à sa place, page 336. Le caveau était ouvert, etc. L'idée de la résurrection était encore chez elle peu développée. Ce qui remplissait son âme, c'était un regret tendre et le désir de rendre les soins funèbres au corps de son divin ami. Aussi, ses premiers sentiments furent-ils la surprise et la douleur. La disparition de ce corps chéri lui enlevait la dernière joie sur laquelle elle avait compté. Elle ne le toucherait plus de ses mains. Et qu'était-il devenu ? L'idée d'une profanation se présenta à elle et la révolta. Peut-être en même temps, une lueur d'espoir traversa son esprit. Sans perdre un moment, elle court à une maison où Pierre et Jean étaient réunis. On a pris le corps du maître, dit-elle, et nous ne savons pas où on l'a mis. Et donc là, ils y vont. Là, on peut noter tout un discours intérieur, focalisation interne, qui est complètement inventé, hein. On ne sait pas. Hop, 337. Pierre et Jean étaient sortis du jardin. Marie resta seule sur le bord du caveau. Elle pleurait abondamment. Une seule pensée la préoccupait. Où avait-on mis le corps ? Son cœur de femme n'allait pas au-delà du désir de tenir encore dans ses bras le cadavre bien-aimé. Tout à coup, elle entend un bruit léger derrière elle. « Oh, dit-elle, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où tu l'as posé, afin que je l'emporte. » Pour toute réponse, elle s'entend appeler par son nom. Marie. C'était la voix qui, tant de fois, l'avait fait tressaillir. C'était l'accent de Jésus. « Oh, mon maître !» s'écrie-t-elle, elle veut le toucher. Une sorte de mouvement instinctif la porte à baiser ses pieds. La vision légère, déjà le scientifique, s'écarte et lui dit « Ne me touche pas !» Peu à peu, l'ombre disparaît. Mais le miracle de l'amour est accompli. De l'amour, pas de la foi, pas de Dieu. Ce que Céphas n'a pu faire, Marie l'a fait. Elle a su tirer la vie, la parole douce et pénétrante du tombeau vide. Il ne s'agit plus de conséquences à détruire, ni de conjectures à former. Marie a vu et entendu. La résurrection a son premier témoin immédiat. Folle d'amour, ivre de joie, Marie rentra dans la ville et au premier disciple qu'elle rencontra, « Je l'ai vu, il m'a parlé, dit-elle.
Son imagination fortement troublée, ses discours entrecoupés s'ensuite la firent prendre par quelques-uns pour une folle. Pierre et Jean, de leur côté, racontent ce qu'ils ont vu. D'autres disciples vont au tombeau et voient de même. La conviction arrêtée de tout ce premier groupe fut que Jésus était ressuscité. Bien des doutes restaient encore, mais l'assurance de Marie, de Pierre, de Jean s'imposait aux autres. Plus tard, on appela cela la vision de Pierre. Paul, en particulier, ne parle pas de la vision de Marie et reporte tout l'honneur de la première apparition sur Pierre. Mais cette expression était très inexacte. Pierre ne vit que le caveau vide, le suaire et le linceul. Marie seule aima assez pour dépasser la nature et faire revivre le fantôme du maître exquis. Dans ces sortes de crises merveilleuses, voir après les autres n'est rien. Tout le mérite est de voir pour la première fois, car les autres modèlent ensuite leur vision sur le type reçu. Dans ces sortes de crises, on note l'exophore mémoriel de notoriété. Ces sortes, vous les connaissez? Là, c'est le Renan qui s'adresse au lecteur. Et il va ramener là, le christianisme à d'autres phénomènes de vision. Ces sortes de crises et ces visions, elles sont pathologiques. Ce sont des crises. Et on se rappelle que Renan voit la naissance et le développement des idées comme des organismes. Donc il y a des maladies. Mais la maladie, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas pathologique. Elle est productive. Elle fait naître le miracle d'amour. Donc il est tout psychologisé sur la personne de Marie. C'est le propre des belles organisations, donc ça va être un peu des constitutions physiques, enfin alors, organisation, c'est aussi un mot qui peut avoir un sens organiciste, qui est très vague, enfin qui est très polysémique. C'est le propre des belles organisations de concevoir l'image promptement avec justesse et par une sorte de sens intime du dessin. C'est aussi de lui qui parle. La gloire de la résurrection appartient donc à Marie de Magdala. Et donc là, c'est l'historien qui donne le titre. Après Jésus, c'est Marie qui a le plus fait pour la fondation du christianisme. L'ombre créée par l'essence délicat de Madeleine plane encore sur le monde. Reine et patronne des idéalistes, Madeleine a su mieux que personne affirmer son rêve, imposer à tous la vision sainte de son âme passionnée. Sa grande affirmation de femme, il est ressuscité, a été la base de la foi de l'humanité. Loin d'ici, raison impuissante, ne va pas appliquer une froide analyse à ce chef-d'œuvre de l'idéalisme et de l'amour. Si la sagesse renonce à consoler cette pauvre race humaine, trahie par le sort, laisse la folie tenter l'aventure. Où est le sage qui a donné au monde autant de joie que la possédée Marie de Magdala? Encore un peu. Les autres femmes, cependant, qui avaient été au tombeau, répandaient des bruits divers. Elles n'avaient pas vu Jésus, mais elles parlaient d'un homme blanc qu'elles avaient aperçu dans le caveau et qui leur avait dit « Il n'est plus ici, retournez en Galilée, il vous y précédera, vous l'y verrez. » Peut-être était-ce les linceuls blancs qui avaient donné lieu à cette hallucination. Probabilité historienne. Peut-être aussi ne virent-elles rien et ne commencèrent-elles à parler de leur vision que quand Marie de Magdala eut raconté la sienne. Selon un des textes les plus authentiques, en effet, elles gardèrent quelque temps le silence qu'on attribua ensuite à la terreur. Quoi qu'il en soit, ces récits allaient à chaque heure grossissant et subissant d'étranges déformations. L'homme au blanc devint l'ange de Dieu. On raconta que son vêtement était éblouissant comme la neige, que sa figure semblait un éclair. D'autres parlaient de deux anges, dont l'un apparut à la tête, l'autre au pied du tombeau. Le soir, peut-être, bien des personnes croyaient déjà que les femmes avaient vu cet ange descendre du ciel, tirer la pierre et Jésus s'est lancé dehors avec fracas. Le cartounou, quoi. Elles-mêmes variaient sans doute dans leur déposition, subissant l'effet de l'imagination des autres, comme il arrive toujours aux gens du peuple. Elles se prêtaient à tous les embellissements et participaient à la création de la légende qui naissait autour d'elles et à propos d'elles. Alors, et ça là, elles ne sont pas nommées. Et en fait, il y a un moment, alors ça par contre, je ne sais plus dans quel volume c'est, je crois que c'est aussi dans les Apôtres, où Renan dit que souvent les anonymes sont des femmes, c'est vraiment du Woolf, hein, et que les hommes se sont attribués le travail des femmes. Donc on a des dimensions très très progressistes, des consciences très progressistes. Encore ailleurs, il dit que la liberté de la femme, c'est son indépendance économique. Hein. C'est du Beauvoir, ça c'est vraiment Beauvoir. Et on a ça. Alors ça, on est en plein 19e siècle. Et c'est aussi pour ça
qu'on peut comprendre peut-être un peu mieux ce que c'est penser la femme, pour employer des tournures 19e, dans ce siècle de foi. C'est-à-dire que, bon, tout le développement de Renan permet et donne explicitement un immense rôle historique à Marie-Madeleine et aux autres femmes, qui elles sont nommées au début, qui ne le sont plus après, mais elles ne le sont plus parce qu'il en a besoin pour la construction de la légende. Et Renan donne globalement une importance immense aux phénomènes irrationnels, à la fois aux erreurs, aux interprétations, ce qu'on appelle aujourd'hui donc la dynamique de groupe, comme des moteurs de l'histoire, qui vont donc dépasser finalement les gens, avoir un effet, et bon, la machine s'emballe, quoi. Et c'est la légende qui est en train de naître. Donc il lui faut d'abord voir ça du point de vue de la psychologie, comme on l'a vu avec la focalisation interne, donc le monologue supposé de... Enfin, les pensées restituées, les sensations restituées de Marie-Madeleine, et ensuite, cette verbalisation, c'est le témoignage, et de là, boum, la légende qui se construit en allant de personne en personne. Et pourquoi ça n'a pas été dit, pourquoi c'est dit à quel moment. Ça, c'est comme ça que Renan explique le christianisme. C'est ce que Claude Millet, boum, il est quelque part par là, appelle le légendaire, qui va, en fait, toujours avoir une base historique. Et ce qu'étudie Renan, c'est la façon dont le légendaire se construit. Et donc, en fait, très exactement, il étudie comment le légendaire se construit pour essayer de faire de cette construction du légendaire un critère pour savoir ce qui a été et ce qui n'a pas été, ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne peut pas savoir, ce qu'on peut déduire. Et à ce niveau-là, il donne un rôle absolument inédit aux femmes et extrêmement valorisant. C'est notamment Nathalie Richard qui le souligne dans La vie de Jésus fabrique d'un best-seller. Renan a eu un grand public féminin, alors même que son livre était déconseillé à la lecture, considéré comme hérétique, mais ça a plu aux femmes, et ça a moins plu aux hommes, parce que c'est un Jésus charmeur, mais c'est un Jésus qui s'adresse aux femmes, et qui sait parler aux femmes, et avec une légende donc irrationnelle, qui ne colle pas au modèle de la virilité du XIXe siècle, qui est plutôt une virilité triomphante, rationaliste, scientiste, qui en est l'opposé. Mais on voit aussi toute l'ambivalence de ce modèle déjà là, c'est-à-dire que, oui, c'est très valorisant en tant que femme, mais c'est aussi extrêmement essentialisant. C'est-à-dire que, peut-être que ce sont de super religieuses, ou qu'elles sont une foi super haute, et que juste après Jésus, c'est Marie-Madeleine. Ce qui est un scandale, de mettre Marie-Madeleine juste après Jésus. Mais, en même temps, elles n'ont pas le choix. Elles ne sont que Marie ou Marie-Madeleine. C'est exactement le même problème qu'avec l'antisémitisme que je signalais tout à l'heure, sans entrer dans les difficiles détails. Mais ce qui a l'air d'être valorisant est en fait aussi une assignation. C'est-à-dire que si on se reconnaît dans le modèle, on y est bien. Si on est en dehors, ça bug. Ça, c'est si on veut en faire une lecture. Voilà. Après, les ambivalences, sexisme, pas sexisme de Renan, c'est un très beau passage. J'adore le passage de Renan. Là, je ne fais pas une explication pleine de ça, mais juste pour montrer ses points au niveau de la peinture, des rôles sociaux. Et en fait, ce qu'il décrit, c'est le 19e, c'est pas la Galilée. Et c'est marqué par les Mariophanies, donc les apparitions mariales du 19e, enfin, ce qu'il voit au 19e siècle. La misogynie, qu'il ne dit pas, mais qu'on comprend, de Paul, qui l'amène à ne pas en faire un apôtre fiable, par exemple. Est-ce que Paul est un apôtre? J'ai un doute. Parce que Paul n'a pas rencontré Jésus. Mais l'ambivalence, elle va se poursuivre, en fait, sur ce moment de la légende. C'est pour ça que j'ai lu le dernier paragraphe, sur ces femmes qui parlent entre elles. Donc on a une figure unique, splendide, Marie-Madeleine, mais ensuite on a cette construction du légendaire
qui se complexifie, qui n'est pas non mixte, hein, mais pour laquelle, globalement, les femmes et le peuple, en fait chez Renan c'est les femmes, le peuple, les fous et les enfants. Donc, les marginaux, les minorés, ceux qui n'ont pas le droit de vote. Mais parce qu'on ne leur prête pas de raison, et donc l'absence de raison, elle est actée pour Renan, qui font naître le légendaire, justement parce que tout est fécond sauf le bon sens, et que la rationalité ne crée pas des religions. Et donc, le légendaire, il devient une espèce de force de l'histoire qui, on le voit, vient des gens, mais les dépasse. Par ce phénomène de dynamique de groupe dont Renan n'a pas le nom. La dynamique de groupe, c'est des concepts du XXe siècle. On parle à l'époque des contagions populaires. Michelet a écrit, et d'ailleurs Renan avait annoté ces passages. Donc moi, ça m'a beaucoup intéressé sur les danses contagieuses. La tarentale, des choses comme ça. Renan est ami d'Alfred Maury et de la psychopathologie. Enfin, il n'est pas ami de la psychopathologie, mais spécialiste de psychopathologie, donc des saintes, etc. Et donc des phénomènes de contagion, de ce qu'on appelle de somatisation, les stigmates qui apparaissent, ce genre de choses, et qui sont ramenés à des explications psychologiques par Maury. Et Renan, il fait un peu la même chose que Maury, mais à une échelle un peu plus grande, puisqu'il travaille sur cette dimension plus large du groupe, et pas seulement sur l'individualité. Et à ce niveau-là, alors il faut deux sources aussi, hein. Je pense pas qu'il occulte volontairement, j'ai pas eu de moment où je me suis dit tiens là il a invisibilisé des gens. Il a plutôt tendance quand même à nommer, hein, comme on l'a vu. Mais en tout cas ce qu'il fait c'est encore autre chose, c'est qu'il désagentivise, c'est-à-dire plus joliment, qu'il ôte la possibilité d'une agentivité aux acteurs de l'histoire que sont les femmes, les fous, les enfants. Le peuple. Parce que d'abord, il y a le processus d'essentialisation qui passe donc par cette espèce de portrait de groupe qui est quand même discutable. Très discutable. Quand même beaucoup. Et en même temps, parce que la façon dont Renan pense le travail de l'histoire et de la légende est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que pour lui, vu qu'il a cet idéalisme essentialisant, la religion, donc ici la religion, c'est pas la religion en soi, hein, c'est le christianisme, naît d'une idée incarnée par un homme qui est Jésus. Donc Jésus incarne bien quelque chose qui n'est pas Dieu mais qui est une idée, celle du christianisme, dont le relais devient par ce miracle d'amour, formule subversive et scandaleuse, premier germe du christianisme, qui commence à se déployer dans le groupe. Mais le groupe, évidemment, n'en a pas conscience, ne le fait pas rationnellement. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir que, évidemment, que les portraits portent les traces du sexisme du XIXe siècle et de ce qu'on pense de l'infériorité des femmes. Infériorité qui est plutôt pas mise en avant par Renan, qui est plutôt valorisée, mais la façon qu'il a de penser l'histoire en faisant des femmes, entre autres, un acteur collectif de l'histoire, il leur donne un rôle qu'elles n'ont jamais eu, symboliquement. Alors je ne dis pas qu'elles n'ont pas été des acteurs de l'histoire, mais qu'on ne leur a jamais reconnu exactement, et dans le même temps, il les en déresponsabilise. Et c'est là, la pleine ambivalence de Renan, quand il va s'agir de parler des femmes de condition féminine, de ce genre de choses. À côté, c'est quelqu'un qui est de son temps, mais là, de la même façon que les Saint-Simoniennes, il veut que les femmes puissent accéder aux études, accéder aux diplômes, parce qu'il pense qu'il va y avoir un complémentarisme une fois que les femmes seront éduquées. Pour ça, il est plutôt progressiste pour l'époque. Aujourd'hui, des complémentarismes, on sait que c'est une idée réactionnaire. Et c'était... Moi, j'ai pas d'exemple pour le moment de contemporain ou de contemporaine de Renan. Pelletier, à la fin de sa vie, mais elle n'était pas lu, Pelletier. Qui n'est pas pensé de façon complémentariste. Parce que c'est ce siècle-là. Et voilà. Donc, c'est pas si simple, mais alors qu'est-ce que c'est intéressant.
qu'est-ce que c'est intéressant, je trouve, d'essayer d'analyser ces choses-là. Et comme on lui en veut pas, on lui souhaitera demain un joyeux 200e anniversaire d'Inès. Je vous dis à bientôt.